Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons aujourd'hui un ministre ivoirien, un ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Soyez le bienvenu dans ce programme, dans cette émission, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, nous allons parler de plusieurs sujets qui intéressent les Ivoiriens, les Africains, des sujets qui ont marqué l'actualité et auxquels vous allez devoir réagir à travers ces questions qui sont posées sur cette table. Commençons avec la première, s'il vous plaît. Pensez-vous être parvenu à rétablir la sécurité en Côte d'Ivoire depuis votre nomination? Oui. C'est un constat. Je pense que la sécurité est revenue en Côte d'Ivoire. Et c'est même, je pense que l'élément le plus frappant quand on vient à Abidjan et quand on vient en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ma nomination, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des faits. D'abord qui sont actés par la mesure de l'indice d'insécurité par nos services. On a un taux de l'indice ivoirien passé de 2,8 à 1,2 en pratiquement un an, entre 2012 et fin 2013. Ce qui représente quoi pour une personne lambda? Ça veut dire qu'on est passé en moyenne de 4 à 5 braquages par jour de véhicules à 1 à 2, concrètement. Et je vais plus loin, il n'y a pas que nous qui le disons. Il y a l'ONU qui a un indice qui est indépendant, qui le dit, parce que à l'échelle de l'ONU, on est au niveau 2, qui est le même indice qu'on retrouve dans des grandes villes comme New York ou Genève. C'est des faits qui sont vérifiables. Et toutes les ambassades qui sont en Côte d'Ivoire, surtout celles de France, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, ont des indices propres. Et pourtant, les Ivoiriens continuent de se plaindre de l'insécurité. Non, il n'y a jamais de sécurité à 100%. Il y a toujours, partout dans le monde, des braquages, des faits délictueux qui dérangent. Mais je pense que, si on veut être honnête, le ressenti est réel. Il n'y a plus de barrage à Abidjan, où les gens étaient très perturbés par le racket, étaient agressés. Et il y a encore quelques cas, mais il y a aujourd'hui une posture des forces de sécurité qui est réelle et qui permet de faire face. Et donc, je pense que... Et puis, des faits, les avions sont remplis, les gens y viennent tous les jours. On est en train... Si les avions sont remplis, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une sécurité. Hein. Ça dépend des intérêts des uns et des autres. Personne ne va là où il y a la chienlit, il y a le désordre. Personne ne va là où il y a de l'insécurité. Et je peux vous dire que même les Américains qui avaient demandé à leur personnel de vivre en Côte d'Ivoire qu'avec le minimum, ont levé cette réserve et demandé à leur personnel de vivre avec leurs ressortissants. Donc non, je ne dis pas que les choses sont parfaites. Je suis conscient qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est le sens de notre travail au quotidien. Mais personne ne peut contester que les choses ont bien avancé. Et je peux même vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un cas modèle d'un success story du niveau d'intervention des Nations Unies dans un pays en crise qui se normalise aussi vite. Un peu de temps, effectivement. Pour maintenir cette sécurité, on entend à Abidjan, effectivement, que vous voulez utiliser la technologie, comme par exemple les caméras de surveillance. C'est effectivement le cas? C'est le cas. Nous sommes, je pense, l'un des premiers pays en Afrique subsaharienne qui a un centre de surveillance branché à des caméras dans le cadre de la vidéoprotection. Donc la ville de Londres, c'est un de vos exemples? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai été pendant quelques années, comme vous peut-être le savoir, ministre des Nouvelles Technologies. Et l'un des secteurs où les nouvelles technologies ont apporté une plus-value pratique et concrète, c'est vraiment la sécurité. C'est aussi décrié, hein, monsieur le ministre. Hein. On parle aussi d'État policier. Ah non, pas du tout. C'est la protection des citoyens. La protection, la surveillance, vous savez, la frontière est bien mince. La protection des surveillants. C'est pour ça qu'on parle de vidéoprotection. Je pense que, écoutez, si quelqu'un vient vous braquer chez vous et que grâce au système de vidéosurveillance, on peut retrouver ce bandit, je ne suis pas sûr qu'on vous dérange. Au contraire, on fait du bien. Et tous les pays qui l'ont expérimenté ont réduit de moitié le taux d'insécurité et ont amélioré leur capacité à mener à bien les enquêtes. Je ne suis pas sûr de vouloir que l'œil du ministre Ahmed Bakayoko soit chez moi.
Vous voyez? Non, on respecte la vie privée des gens. On ne rentre pas dans la... Les frontières et les limites peuvent être variables justement dans ce type de domaine. Vous savez, d'abord, nous, on gère les grandes artères et il y a des grandes enseignes et des grandes sociétés qui ont à l'intérieur un système de vidéoprotection interne. Il y a les privés qui ont des systèmes de vidéo dans leur propre maison, dans leur bureau. Ça leur appartient. Nous, on ne rentre pas, on n'interfère pas avec ça. Nous, c'est les grandes artères, les grands espaces. Et regardez ce qui se passe au Nigeria. Mais les braquages, ne se passent pas dans les grands espaces, ils se passent dans les petits coins, confinés, reculés. Mais juste, de toute façon, on finit par revenir sur les grands espaces et il y a un système de croisement qui nous permet de remonter ces faits. Je vais vous parler d'un cas de ce qui se passe qui choque le monde. 250 jeunes filles qui sont enlevées au Nigeria. 223 pour l'instant. 223. Mais vous savez, avec un système de vidéoprotection, on aurait su retracer l'évolution des braqueurs, l'évolution des terroristes. C'est pour dire que c'est un système... un endroit reculé, tout de même. Est-ce que vous allez mettre des caméras de surveillance à Korogo, à Gagnoa, à Daloa, partout? Bien sûr. Donc toute la Côte d'Ivoire serait surveillée par le ministère de l'Intérieur? Bien sûr, c'est un moyen moderne. Tous les pays, vous allez à Singapour, à Londres, à Paris... l'Afrique ne peut pas rester en marge de ce mouvement. Pas en marge, mais aller aussi vite et aussi loin, aussi rapidement, tout en sachant que dans ces pays développés, comme vous le dites, il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec ce système-là aussi. Mais ce n'est pas la majorité. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que les nouvelles technologies, c'est un vrai raccourci pour le développement. Pas besoin d'attendre d'être des grands pays développés. Il suffit d'avoir un ordinateur, une liaison pour transmettre des images et des caméras pour les capter. C'est pas sorcier. Et donc, il ne faut pas attendre d'être un très, très, très grand pays pour le faire. Nous, aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller très vite. Et vous savez... Vous avez sondé les Ivoiriens un peu pour savoir leur ressenti? Ils en sont très heureux. Ça les sécurise parce que ça nous a permis de sortir les policiers des rues, mais de surveiller les rues. Et vous faites quoi de ceux qui ne sont pas contents? Non, je sais pas. On ne les écoute pas? Non, si, bien sûr. Gouverner, c'est prendre en compte les avis de tout le monde, mais à un moment donné, il faut prendre la décision dans le sens de l'intérêt de la majorité. Quand on parle de sécurité, on parle aussi de forces de police. Certains policiers évoquent le fait qu'effectivement, on leur avait promis, vous leur aviez promis d'être logés, ce n'est pas encore le cas. Comment ça avance, cette histoire? Non, c'est que les policiers ici ont droit au bail. On a trouvé des arriérés énormes, donc qui n'étaient pas réglés, 2011, 2009. Et donc, sur ce qu'on doit aux bailleurs depuis l'avènement du président Ouattara, il y a un paiement qui est fait. Et nous avons traité les arriérés qui se font au fur et à mesure, je sais, pas au gré, pas aussi rapidement que les propriétaires de maisons auraient souhaité, mais c'est la situation générale du pays. Il y a un héritage dont on n'a pas assez parlé, qui est très lourd et que nous portons avec responsabilité parce que la République, c'est une continuité, mais ça nous prend un peu de temps. Mais si votre bras armé n'est pas satisfait de vous, n'est pas en accord avec ce que vous dites ou a des revendications, est-ce que c'est pas un peu dangereux quand même? C'est sûr, mais nous sommes convaincus que pour que nous ayons un bon résultat de nos hommes, il faut en prendre soin. Et c'est notre démarche. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble des policiers soient de cet avis-là. Pas l'ensemble, mais une partie. Nous avons amélioré les conditions de vie. Les policiers ont des nouvelles tenues, des chaussures. Il y en a qui n'avaient pas de chaussures. Et il y a des imperméables. Ils ont des véhicules, moyens de locomotion. Nous avons acheté près de 400 véhicules en 2 ou 3 ans, là où ils n'en avaient pas du tout. Et nous avons renforcé les budgets de tous les commissariats. Donc je pense qu'on a fait des pas importants en si peu de temps et c'est la tendance. Et vous pensez que vous allez régler ce problème de logement d'ici combien de temps? Vous vous êtes fixé une deadline? D'ici à 3 ans, on va construire 20 000 logements, dont 16 000 vont revenir aux policiers. Nous allons faire en sorte de les engager dans un programme où ils seront propriétaires des maisons et garder 4 000 logements pour les endroits à l'intérieur du pays en fonction des affectations. Et ce programme est très avancé et je pense que ça permettra de régler définitivement ce problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant chaque année, on a 10 milliards qu'on dépense pour louer des maisons pour les policiers. Mais 10 ans après, ça fait 100 milliards. Qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez fait que de la location. Donc nous avons mis en face un développeur, des banquiers et des constructeurs pour engager un programme où l'État sera le garant afin que chaque policier, à la fin de sa carrière, ait une maison et que l'État ait un minimum de patrimoine pour les accompagner là où on les envoie en mission. Vous avez dit d'ici 3 ans.
L'élection présidentielle a lieu l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est un délai qui peut ne pas les rassurer? Mais la construction du pays ne se fait pas qu'en fonction d'élections présidentielles. En fonction non, il ne faut pas mentir aux gens, il faut être réaliste. Un projet comme celui-là, un projet ambitieux, il ne se fait pas en 2 ans, il se fait en 3 ans, peut-être même 4 ans. Mais le plus important, c'est que les gens voient la direction, les gens voient les orientations, les gens voient ce qui se passe et ils voient grandir le pays, ils voient changer les choses. Nous sommes en train de changer les choses dans le bon sens. Et ça, c'est déjà important. Les gens voient ce qui se passe, ils voient effectivement ce qui se passe aussi avec les dozos. Il faut en parler parce que certains sont accusés d'exactions, d'atteinte aux droits de l'homme et rien n'est fait. Ah si, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Les Ivoiriens sont témoins de la prise en charge de ce dossier, qui est un vieux dossier. Les dozos, c'est un phénomène culturel depuis l'ère des Sungata, c'est des guerriers traditionnels. Nous avons commencé à les sensibiliser d'abord, ensuite à les recenser, afin qu'ils retournent dans leurs aires culturelles et qu'ils ne confondent pas leur mission à des missions de sécurité. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne veulent pas partir. Ah si. Ils sont obligés? Ah bien sûr, il y a eu des missions importantes avec mon collègue de la Défense pour démanteler tous les barrages tenus par les dozos. Certains ont été mis aux arrêts. Et aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs avec lesquels on discute pour faire en sorte que le dozoya, qui est donc une pratique traditionnelle, se fasse dans ce cadre-là. Plaquette suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. On ne négociera pas la réforme de la CEI. On parle d'un autre sujet. Ouais. Dans lequel vous êtes aussi impliqué, ce projet en vue de l'élection à venir. Un opposant, Mamadou Koulibaly, estime d'ailleurs, parce qu'il l'a dit sur notre antenne, que si vous êtes impliqué dans cette CEI, il ne faut plus parler de commission électorale indépendante, mais de commission électorale gouvernementale. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ce type d'affirmation? Non, je pense que c'est un procès d'intention, parce que Mamadou Koulibaly lui-même a été président de l'Assemblée nationale qui a voté en 2001 un projet de loi où le gouvernement était représenté par 9 personnes. Nous, on en a réduit 4. Donc je pense qu'il est mal placé pour nous faire des leçons sur ce sujet. Cette phrase, on ne négociera pas, je l'ai dite, je l'assume, et le président m'a instruit de renégocier. Ce que j'ai fait, et c'est pas plus mal. Parce que je considère que gouverner, ce n'est pas rester figé. Au nom de l'orgueil. Vous êtes revenu sur vos positions. Bien sûr, mais il faut pourquoi voulez-vous que je reste au nom de l'orgueil d'une phrase sur une position qui n'est pas consolider la paix. La paix au-dessus de tout, de nos personnes. Donc moi, je n'existe pas en tant que personne. C'est pas ce qui est important. Et je vous assure, au moment où je le disais, je le pensais. Sincèrement, mais le président, qui a une vue plus large, m'a instruit de reprendre le dialogue, ce que j'ai fait, et je trouve qu'il a eu raison, parce qu'on a abouti à une CEI avec un consensus beaucoup plus large. On n'aura jamais un consensus à 100%. Pas total, hein? Pas total, mais c'est un consensus plus large. Les partis comme le FPI voulaient une CEI à 16 membres. Nous, moi, on avait proposé une CEI à 13 membres. On est passé aujourd'hui à 17. Mais on a fait un pas. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la CEI, la Commission électorale indépendante, redevienne un instrument technique de régulation des élections. Ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. Il faut que les Ivoiriens... Vous le dites souvent, ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. Et j'en suis témoin en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai vu qu'on ne peut pas. Et l'autre histoire récente l'a montré. L'ex-président Gbagbo, avec les moyens de la puissance publique, n'a pas réussi à faire fléchir la CEI qu'il avait lui-même nommée. Donc c'est pour vous dire que le plus important, c'est dans votre capacité à adresser les préoccupations prioritaires des populations. Pourquoi vous impliquez autant dans ce dossier de la CEI? Parce que pour avoir un regard sur cette CEI? Non, parce que dans tous les pays du monde, le ministère de l'Intérieur a dans ses attributions la police générale des élections. Mais pourquoi autant? Pourquoi ne pas justement vous retirer pour éviter les polémiques? Juste ce qu'il faut. Vous trouvez que c'est juste ce qu'il faut? Non, c'est un appui technique. C'est un appui technique. C'est nécessaire. Et nous, l'indépendance, elle vient d'où? Au Sénégal, la CEI n'organise pas. Elle supervise le ministère de l'Intérieur. En France, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous, on a évolué. Le ministère n'organise pas, mais le ministère de l'Intérieur est l'interface entre la commission électorale indépendante, le Parlement,
pour la confection des textes avec les uns et les autres. Le ministère surveille une fois Pas de du plus. tout. On n'a même pas la capacité, parce que c'est une commission qui est indépendante. Ah bon? On a juste un représentant, donc qui va faire un travail technique, qui va apporter une contribution, on va dire, opérationnelle, parce qu'il y a des préfets, il y a des sous-préfets, la coordination, il y a la gestion du pays, il y a des questions de sécurité. Il va aider. Mais vous comprenez que votre implication soit contestée par l'opposition, notamment, et une partie de la société civile? Écoutez, avant, il y avait le ministère de l'Intérieur qui était représenté, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le Conseil économique et social. Le président Ouattara a décidé de sortir tous ses membres. On a sorti la sécurité, on a sorti la défense, le Conseil économique et social. Et je pense qu'on a fait des efforts. Vous êtes ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais dans l'ancien texte, j'aurais eu 2 représentants. Là, j'en ai qu'un. Et ça change fondamentalement les choses. Qui a été présenté par le Premier ministre Afin Guessan à l'Assemblée nationale, présidée par le président Mamadou Koulibaly. Non, vous aimez utiliser ce type d'argument? Non, mais l'histoire, c'est des faits. Il faut que les gens quand même, ils accordent du crédit à ceux qui vous écoutent. Les gens qui vous écoutent, ils ont quand même un bon sens. Et donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Oui, mais une loi votée, parfois, peut être instrumentalisée. C'est ce que certains sous-entendent. Nous avons une bonne CEI. Elle a fait de bonnes élections présidentielles. La preuve, la tentative de manipulation du président Gbagbo pour opérer de la sincérité du scrutin n'a pas marché. On a eu des élections législatives et locales qui sont bien passées. Moi, je trouve qu'on a des bons textes. Et aujourd'hui, je le répète, ce n'est pas la CEI. Qu'on gagne ou qu'on perde des élections. La CEI, c'est juste un instrument de régulation. Vous pensez que vous pouvez perdre ces élections, l'élection présidentielle à venir? C'est possible? Si je n'ai pas compris votre question. Vous pensez pouvoir perdre? Vous avez dit qu'on gagne ou qu'on perde. Oui, c'est pas la CEI. Oui, vous pensez pouvoir perdre l'élection présidentielle à venir? Le travail du gouvernement et du président Ouattara aujourd'hui, c'est quoi? C'est de montrer aux Ivoiriens que nous sommes sur la bonne voie, qu'ils le sentent, qu'ils le vivent. Et je suis convaincu qu'en 2015, l'ensemble des Ivoiriens va réaliser qu'on a une vraie opportunité avec le président Ouattara pour transformer ce pays, et qui vient de très loin. Je parlais de vous en tant que gouvernement, bien sûr, pas en tant qu'individu. On va terminer cette interview avec la question Joker qui vient. Ah, une question Joker. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, vous allez le savoir. D'accord. On va parler un peu de la réconciliation nationale. Bien sûr. D'accord. Alors, vous avez aidé au retour d'un certain nombre d'opposants en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Depuis un certain temps, vous avez vu impliquer. Et pourtant, ces opposants, une fois rentrés, estiment que s'ils sont rentrés, c'est aussi parce que vous préférez avoir la main mise sur cette opposition pour pouvoir la réduire au silence. Est-ce vrai? Non, c'est archi faux. La réconciliation, ce n'est pas un choix qu'on a, c'est un impératif pour le développement, pour l'émergence, c'est un impératif à long terme. Donc, tout ce qui contribue à consolider la réconciliation, nous devons l'encourager. Donc le retour des exilés, c'est important. Et même sur le plan humanitaire, moi j'ai été en exil. Et je sais ce que c'est de retrouver ses terres, ses familles, ses habitudes, ses parents, ses enfants. Déjà ça, qu'ils le prennent dans la sécurité. Donc je veux dire, ce n'est pas, il n'y a aucune manipulation. Il faut que l'opposition ivoirienne arrête de penser qu'à chaque fois que le gouvernement fait un acte positif, coûtant la main, que derrière il y a une arrière-pensée. Mais c'est de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance, vous estimez que c'est de la bonne gouvernance? Cette opposition nous dit aussi qu'elle ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire, dans les médias publics. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut? On parle pas de meeting. Encore, le président Afin Guessan du FP était à la télévision, Mamadou Koulibaly était à la télévision, ils font des réunions, ils font des meetings. Vous savez, la réconciliation, c'est un impératif. Mais elle ne peut pas se faire aux conditions et au bon vouloir d'une seule partie. Elle est libre d'expression, cette opposition? Sûr. Et je trouve même qu'elle n'utilise pas à bon escient cette liberté parce que des fois,
nous notons qu'il y a une violence verbale. Violence verbale? Oui, il y a une qui violence verbale. Qui vient de qui, par exemple? Mais c'est de certains responsables de l'opposition. Vous avez cité des noms il y a quelques instants. Ah non, mais je dis certains responsables de l'opposition. Qui, par exemple? Mais non, mais quand on se rencontre, je leur dis, et puis les Ivoiriens sont témoins. Mais peut-être que les téléspectateurs aussi ont envie de savoir de qui vous parlez. C'est pas le sujet, madame. C'est pas le sujet, vous pensez? Non, je vais pas donner plus d'écho à leurs propos sur ce plateau-là. Ça vous dérangerait? Non, je vais pas amplifier. Je vais pas me servir d'une antenne aussi large qu'Africa 24 pour amplifier des propos qui ne méritent pas de l'être. Concernant cette même opposition, certains estiment qu'ils ne peuvent pas s'exprimer aussi parce que derrière, il y a cette menace, cette espèce d'ombre, d'emprisonnement à nouveau qui plane. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un sens inverse. Nous libérons des prisonniers, des libertés provisoires. Provisoire, justement, ce mot, provisoire. Mais c'est la réalité de la justice. La justice a ses contraintes. Il y a eu cette crise, il y a eu des arrestations, et aujourd'hui, on est dans une tendance à assouplir, à l'apaisement, et la justice a commencé à libérer, et ça n'arrête pas à dégeler des comptes. Ce que je demande à l'opposition, même si ce n'est pas assez, qu'on dise quand même, ce petit peu-là existe, qu'on reconnaisse que c'est des avancées. Vous savez, vous en avez besoin? Vous avez besoin de reconnaissance? On n'a pas besoin de ça, mais c'est de bonne foi. Mais vous le demandez, si vous le demandez, c'est que vous en avez besoin. Non, parce que, vous savez, les postures des politiques impactent sur les masses, sur les populations. Et je trouve qu'il ne faut pas trop tricher avec des gens. La manipulation des populations, ça n'apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, on vient de très loin. Il faut qu'il y ait un minimum d'accords pour rebâtir ce pays. Une plateforme minimale consensuelle sur lesquelles on s'entend pour mais vous êtes bien placé pour le dire. Vous êtes du bon côté. On peut le dire. Certains le disent en tout cas. Je ne suis pas d'un côté. Je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Et dans ma responsabilité aujourd'hui, je ne vois pas ma personne, je ne vois pas mon camp. Mais d'autres voient votre personne et votre camp. Ils ont tort. Ils parlent même de justice des vainqueurs. On ne va pas aller dans ce débat parce que là, on va aller encore plus loin. Cette fameuse question. Oui, ouais. C'est ça, la justice des vainqueurs. Non, mais écoutez, je veux dire, il y a eu des procès à un moment donné. C'est vrai que ces procès ont pu concerner principalement des partisans de l'ex-président. Il y a une commission d'enquête qui a produit un résultat. Et sur la base de ce résultat, le président a transmis à la justice. Les enquêtes, les procédures n'ont pas commencé véritablement, sont en cours. Donc je veux dire, c'est une conviction. On ne peut pas bâtir un pays solide dans l'impunité. Et donc la justice des vainqueurs n'existera pas, n'existe pas. Elle pourrait même s'appliquer à vous? Ah bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui je gouverne comme je le fais dans mon ministère? Parce que je sais que je suis à tout moment capable d'être passible devant le regard du monde entier, le regard de mes compatriotes. Et vous savez, j'en suis très conscient. Et je ne le dis pas pour faire plaisir sur ce plateau, mais aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on ne peut plus gouverner par la matraque, qu'on ne peut plus gouverner sans tenir compte des principes des droits de l'homme. Et pourtant, sinon, tôt ou tard, même l'opposition estime qu'en matière d'écoute téléphonique, vous êtes le ministre, qui a développé cet aspect-là en Côte d'Ivoire. Je m'inscris en Donc, faux. On ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on sait que l'oreille du ministre de l'Intérieur il n'y a pas une police politique en Côte d'Ivoire, n'est pas un État policier. Ah bon? Mais c'est une police qui travaille beaucoup d'intelligence. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette interview. Merci à vous, Ahmed Bakayoko. Vous êtes ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview. À bientôt sur Africa 24. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.